Bonjour, je voudrais continuer sur la suite de ce que j'ai commencé à évoquer avec vous la semaine dernière, à savoir les disputes, les problèmes. Pour ça j'ai choisi ce titre Voix sans issue. Euh, on a une tendance, nous, à aimer les humains, réconforter les gens, et j'entends souvent cette phrase t'en fais pas, ça ira, on y arrivera, tu t'en sortiras, même si c'est pas vrai. Ou bien je serai toujours là pour toi. Des parents qui disent ça à leur enfant aussi, je suis toujours là pour toi, ou à leur conjoint, tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi, alors que c'est pas vrai. J'entends de manière plus générale, tout problème a une solution, alors que ce n'est pas vrai. Vous le savez, même si vous avez prononcé cette phrase, que tout problème n'a pas une solution. Si vous avez, de manière, tout en restant de manière générale, un, un enfant, un garçon qui se sent mal garçon et qui voudrait être fille dans son corps, est-ce que vous avez la solution? Vous avez une solution? Même s'il y a une opération transgenre qui est faite sur votre fils pour qu'il devienne fille, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce qu'il se sentira? Vous ne savez pas. Dans le couple, il y a également la présence de ces problèmes qui sont sans solution. On estime, dans l'étude qui a été faite par le couple Gottman dans le laboratoire qui s'appelle le Love Lab, le laboratoire de l'amour, que 69% des conflits conjugaux sont insolubles. 69%. Alors il y a une très bonne nouvelle à entendre ce chiffre, c'est que tout à coup on peut se dire, eh bien, cessons de nous battre pour les problèmes insolubles. Oui, la question est après juste de les identifier, de savoir ce qui est insoluble et ce qui est soluble, mais déjà de se dire, finalement, il n'y a que 31% des problèmes sur lesquels on a à se battre. Les autres sont inutilement des terrains de combat, inutiles, donc ils sont à accepter en l'état. La première chose qu'on peut tirer de cette statistique, c'est que on peut centrer ses efforts sur une partie plus faible et donc sur un terrain plus accessible à nous. Si on avait 100% de nos problèmes qui étaient accessibles, on pourrait... Enfin, si 100% de nos problèmes étaient solubles, on aurait beaucoup plus de boulot quelque part. Là, il n'y en a que 30% qui sont solubles. Enfin, ou 31, puisque les 69% restants ne sont pas solubles. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous battre sur 100% de vos problèmes conjugaux, mais seulement sur 31. C'est déjà une bonne chose que de regarder ce verre à moitié plein plutôt que de regarder le verre à moitié vide. Ensuite, sur ces problèmes qui sont insolubles, vous pouvez travailler sur vous-même pour apprendre à accepter ce qui pour l'instant ou pour l'heure vous paraît inacceptable. Bien des choses que vous vivez dans votre quotidien ne sont pas acceptables, sont difficiles à vivre. Vous auriez aimé que les choses soient différentes. Dans votre conjoint, c'est pareil. Bien des choses que votre conjoint représente, fait, possède des choses que vous auriez aimé qu'ils soient différentes. Acceptez-les. C'est un travail pour vous. Et quand je vous dis ça, très franchement, euh, je joue carte blanche avec vous. C'est que dans mon couple présent, j'accepte des choses, comme mon conjoint accepte des choses de moi, que nous savons qui ne changeront pas, même si nous aurions aimé que ce soit différent. Certains utilisent l'image de la balance en disant regarde dans la balance en fait s'il y a plus de choses qui sont chouettes, qui te plaisent et moins qui te déplaisent, ben peut-être que c'est un couple qui peut tenir. Ouais, seulement la question de la quantité n'a aucune corrélation avec l'intensité, parce qu'il peut y avoir qu'une chose qui vous déplaise chez votre conjoint, mais que cette chose soit tellement insupportable que finalement elle introduise ce que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est-à-dire que les problèmes insolubles sont essentiellement des problèmes qui sont dans les racines de votre identité et de l'identité de votre conjoint, des problèmes qui sont en lien avec les valeurs. Vous savez que vous aurez des problèmes insolubles, de toute façon, quel que soit le couple que vous formez ou que vous formerez. D'où l'intérêt, quand vous commencez à vous mettre en couple, si vous n'êtes pas encore en couple, ou si votre couple est naissant, de travailler sur vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Vous posez des questions sur vos valeurs identitaires. Posez des questions sur les valeurs identitaires de votre conjoint de manière
à mettre en émergence, en évidence, les éléments de votre personne profonde qui vous identifient au-delà de vous qualifient. Vous voyez la différence entre les deux. Qui vous identifie, ça veut dire que si vous enlevez une de ces valeurs, vous n'êtes plus la même personne. Qui vous qualifie, ça veut dire qu'un qualificatif peut changer. Ça dépend du moment, ça dépend de votre humeur, de vos passions, de votre âge peut-être, ou de votre état de santé. Travaillez de telle sorte que vous connaissiez les valeurs de votre conjoint, qu'il connaisse les vôtres, que vous connaissiez les siennes, et que dans cet échange, vous soyez en mesure de véritablement connaître les fondements de l'autre. Par conséquent, vous savez d'avance, à partir du moment où vous connaissez les fondements de l'autre, que dans ses valeurs profondes, sauf accident de vie, il ou elle ne changera pas. Quelqu'un qui a une valeur considérable, qui est, par exemple, la générosité, partager les biens, si vous voulez qu'il ne partage pas les biens, ne vous mettez pas avec lui. Vous savez que vous allez souffrir toute votre vie s'il a mis comme une valeur fondamentale. Mais alors, comment savoir s'il s'agit d'une valeur fondamentale ou pas? C'est un exercice que vous pouvez faire en couple. J'utilise l'image d'un vase, par exemple, dans lequel vous pouvez mettre de grosses pierres. Commencez par les grosses. Plus la pierre est grosse, plus la valeur prend de la place et est intense dans votre identité personnelle. Donc vous faites ça respectivement, votre conjoint d'un côté et vous de l'autre. Et vous mettez donc ces grosses pierres dans votre vase. Et vous allez mettre dans ces grosses pierres les valeurs qui sont les vôtres sur cette grosse pierre, une valeur par grosse pierre, et détailler l'élément qui qualifie cette valeur. Par exemple, je reprends l'exemple de la générosité. La générosité est une valeur, mais voilà, pour moi, cette valeur se verra dans telle chose, telle action, tel moment, telle situation, avec telle personne, etc. Parce que vous n'êtes pas généreux avec tout le monde, vous n'êtes pas généreux en toutes circonstances. Donc, et pour vous, si cette valeur est vraiment énorme, vous allez la mettre comme un incontournable, une valeur indiscutable, non négociable. Uniquement si vous estimez que si cette valeur quitte votre vie, vous ne vous reconnaissez pas du tout. Et vous allez comme ça travailler des plus grandes vers les plus petites, de manière à aller jusqu'aux plus petites, même s'il y en a qui seront tellement minimes que vous ne les mettrez pas, valeurs. Et ensuite, vous allez vraiment, grâce à cela, savoir où vous vous situez et commencer à vous révéler à l'autre. Ce que j'aime bien faire, c'est proposer qu'on échange les deux feuilles, de manière à prendre connaissance des valeurs de son conjoint, et ainsi lui poser des questions, simplement. Je vois que tu as mis ça comme une valeur importante, que tu le vois dans telle action. Je vois que tu n'as pas mis telle action, ou bien pourquoi tu la vois comme une valeur phare, qu'est-ce qui fait que tu la mets là, comment ça se fait que tu aies mis cette valeur plus petite qu'une autre, je pensais que tu la mettrais plus grande. Vous voyez, ce travail qui permet d'échanger, d'apprendre à se connaître et de se rencontrer, et par conséquent, en même temps, de prendre connaissance des domaines dans lesquels vous savez que votre conjoint ne bougera pas. Il est possible d'identifier les conflits insolubles et les conflits solubles. Donc si vous voulez travailler davantage pour aller creuser sur cette question des conflits insolubles ou solubles, vous savez où me trouver, je vous accompagnerai pour vous aider à faire cela dans votre couple ou en individuel, si vous préférez le faire individuellement, mais déjà vous savez que tous les conflits ne sont pas solubles. Je rappelle, 69% des conflits sont insolubles, vous n'avez plus que 31% qui sont solubles. Bonne nouvelle. Mais en même temps, vous pouvez travailler sur ces vases des valeurs, avec ces grosses pierres, pour apprendre à vous connaître, à vous laisser découvrir, à vous faire découvrir, et ainsi commencer à labourer la réalité de votre identité respective en couple, et de l'identité de votre couple, et ainsi continuer à avancer vers votre bonheur, tout simplement, parce que plus vous serez vous-même au fait de votre identité et en même temps l'identité du couple, et plus vous arriverez à harmoniser ces réalités-là et à ne pas attendre quelque chose de votre conjoint qui ne correspond pas du tout à ses valeurs, à sa vision de la vie, à sa manière de voir les relations, ou quelque autre domaine, quelque autre sujet. Allez, je vous laisse faire cet exercice, et puis comme je vous l'ai dit, je reste à votre écoute. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission.
je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.